Bonjour Mélinda, tu m'entends bien? Salut Jean-Gabriel, ça va et toi? Oui, super, écoute. Bon, merci de prendre le temps aujourd'hui. Avec Euh, plaisir. alors, comment vas-tu? Est-ce que tu as pris ta journée comme moi? Non, je n'ai pas pris ma journée, j'ai une journée bien chargée, Ah là là. mais c'est que du bonheur, donc ça va. Bah oui, ça va. Écoute, toi, toi, du coup, on a discuté un petit peu, mais on n'a pas trop parlé de ce que tu faisais en ce moment. T'es coach et c'est pour ça que Paul t'avait appelé, il me semble, hein. Ouais, parce que je cherchais à reprendre une activité salariée, parce que j'en ai un peu de marre d'être toute seule tout le temps. Mais Ok. aujourd'hui, je suis coach, donc aujourd'hui, voilà, j'ai des clients et j'aide. Enfin, en ce moment, je fais beaucoup de. Globalement, j'aide les gens à vendre mieux grâce aux neurosciences, et notamment les Pas biais. mal. Mais en ce moment, je fais beaucoup aussi de tout ce qui est coach LinkedIn, tu vois. Donc, ça me prend pas mal de temps, faire les Coach profils des LinkedIn. gens. Ouais. Mm. Ok. Et intéressant, mais du coup, tu t'aides les gens à faire du personal branding, en fait, c'est ça? Un peu, bah en fait, je fais vraiment tout, c'est-à-dire que je leur design un profil qui, si tu veux, qui fait du sens, donc en activant les biais qu'on connaît bien. Oui. Après, on travaille le côté copywriting et stratégie éditoriale pour qu'ils arrivent à faire du contenu qui convertit. Et après, on fait le côté prospection, mais bon, sans être relou. Donc, en fait, c'est tout un package. Hmm. Donc, et ça, Ouais, c'est pas les évident, ouais. que je fais avec les individuels. Après, bon, je bosse avec des boîtes, ça, c'est autre chose. Mais donc, voilà. Du coup, je suis occupée. Je Mais vois, oui, effectivement. c'est Donc on fait pas les ponts du mois de mai. Oui, je comprends, Non, effectivement. non, du Ok. coup, on fait pas les. Et puis là, en plus, je sais pas pourquoi ils se réveillent, justement, les gens. Je sais pas, ils veulent tous faire des changements. C'est le printemps, je pense. Ah, oui, c'est le début du soleil. Ils se disent, bon, allez, maintenant on se bouge un peu. Bon, écoute, non, mais trop sympa. Franchement, comme activité, ça doit être très sympa. Et bah, du coup, moi, je sais que j'aimerais trop faire ça. Bon, ça me plairait bien dans les années à venir. Et pourquoi, toi, du coup, tu t'as envie de retourner vers une activité salariée? Parce que je trouve c'est alors parce que je trouve que ce qui est difficile, c'est d'être vraiment tout seul tout le temps. Tu vois, moi je suis en fait, c'est-à-dire que je m'auto-suffis, c'est-à-dire que tout vient de moi, les gens, les coachings, les machins. Tu vois, c'est beaucoup d'énergie et il me manque, j'aimerais bien faire partie, alors après, pas n'importe quoi, tu vois, je prendrai mon temps, mais d'un projet plus global, tu sais, d'être entouré, de tous aller dans la même direction. Ça me manque Hmm. vraiment, le Ouais. côté. Et puis d'un côté purement résultat et plutôt purement, comment dire, égoïste. Aujourd'hui, ce que je fais, ce qui me frustre, c'est que les gens, je les vois, mais pas longtemps, tu vois. Alors que quand tu bosses dans une équipe, tu peux voir les gens évoluer. Tu vois, il y a tout un. Hmm. Là, je les coach et puis après, bon, ils vivent leur vie. Donc voilà, c'est Ouais. plein de petites raisons en fait qui font que Ok. j'ai envie d'autre chose. Ok. Non, intéressant. Par contre, si tu as envie Et, de faire ça, c'est un métier qui est hyper cool. Je m'éclate. T'as plein, enfin, tu rencontres plein de gens différents. Ça, c'est vraiment sympa, quoi. ah ouais, complètement. Moi, j'avoue que j'aimerais trop, parce que bah, je fais pas ça pour rien aussi. Moi, la création de contenu autour de ces sujets-là, etc., j'aimerais bien, dans l'avenir, pouvoir être indépendant, etc. Mais bah, c'est toujours les premières étapes qui sont compliquées. Peut-être qu'un jour, je te demanderai un coaching, mais c'est sûr que pour trouver ses premiers clients et pouvoir bah, compenser le salaire qu'on pouvait avoir par ta nouvelle activité et pas trop se mettre dans la galère au niveau financier, c'est un vrai défi, quoi. Toi, au début, comment tu t'y es pris? Bah, au début, alors c'est ça, c'est qu'au début, la chance que j'ai eue, c'est que moi, je me suis fait. Moi, je travaillais pour TripAdvisor, donc tu vois, c'était du travel. Et au moment du Covid, je me suis fait virer, bien évidemment. Hmm. Mais parce que bah, le voyage, ça marchait plus. Mais du coup, j'ai eu une rupture conventionnelle, donc j'ai eu de quoi, Hmm. tu vois, planifier mon activité et dire, OK, bon, bah, je sais que les 3 premières années, ça va être compliqué parce qu'il y a tout à construire. Euh, donc voilà, mais c'est clair que par contre, la création de contenu, c'est un truc qui effectivement qui est long. Enfin, Hmm. c'est du long terme, c'est une stratégie à long terme, mais ça apporte des trucs. Enfin, moi, ça m'a apporté des choses que j'aurais pas imaginées, tu vois, vraiment des opportunités, des trucs de dingue. Donc, c'est bien d'en Hmm. faire. Enfin, moi, Ouais. je trouve aujourd'hui, si t'en fais, enfin, après, ce n'est que ma pauvre petite, enfin, tu vois, ma vision, mais je pense que aujourd'hui, si t'en fais pas, enfin, non, on va pas dire si t'en fais pas, mais en faire, c'est aussi un vrai critère différenciant.
avec les Ouais. avantages et les inconvénients. Il y a des gens qui vont adorer ce que tu fais, d'autres qui vont détester, mais c'est OK. Enfin, tu vois, quelque part. Ah Mais au oui. moins, on sait à qui on a affaire, on sait ce que tu fais. Et puis, Ouais, tu te positionnes et tu es un peu l'expert du sujet, quoi. ouais. Mais non, non, c'est sûr que création de contenu. On va passer à la partie interview plus classique après, mais ça Ouais, non, m'intéresse mais de on pourra découvrir un après peu. on va échanger quand tu veux. Ouais, oui. Mais oui, c'est sûr. Moi, j'ai commencé à créer du contenu, je crois, en septembre dernier, et le nombre de gens que j'ai rencontrés en physique comme en visio, comme en machin, t'as des échanges de partout, c'est hyper enrichissant de toutes les manières, quoi. Donc non, non, c'est sûr que c'est pas mal. Et même les interviews que je fais, c'est trop bien de rencontrer des gens comme toi, des gens qui ont de l'expérience un peu, qui ont des choses à raconter, une vision professionnelle de ces sujets-là. C'est trop bien. Donc Et puis non, après, je te mine de rejoins. rien, tous ces gens-là, c'est des contacts. Le jour où enfin, tu cherches du boulot, ils connaissent des gens. Enfin, tu vois, le lien, il est créé. Donc, Complètement. donc c'est top. Enfin, moi, je trouve que Ah c'est oui, vraiment non, chouette. complètement. Mais non, non, ouais, complètement. En fait, c'est trop bien. Il faut que, parce que en ce moment, j'ai un peu du mal à m'y remettre, mais faut le faire, c'est important. Ouais, ça prend Euh, du temps, quoi. C'est vraiment le truc, c'est que pour que ça soit efficace, il faut être régulier. hmm, Et ça, être régulier, ça prend du temps. ouais, ouais, c'est un bon 10 heures par semaine, quoi, si tu veux faire des contenus un peu quali. Ouais, ça se fait, mais c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que t'as pas de retour sur investissement directement. T'as beau investir 10 heures de ton temps, c'est très variable, quoi. Tu sais même pas si ça va déboucher sur quoi que ce soit en termes de retombées financières ou même d'opportunités. C'est très vague, mais en définitive, on voit en termes de création de réseau, de liens, ce que ça peut apporter, quoi. Donc c'est toujours rentable, Ouais, ouais. c'est clair que toi, effectivement, comme tu vends rien, c'est difficile d'avoir, j'imagine, une idée de retour, tu vois. Mais bon, de toute façon, ça paye toujours. Au bout d'un moment, euh, ça paye. Donc, Ouais. il ne faut pas abandonner. Comme dans tout, de toute façon. Ouais. Euh, bon, et alors, peut-être qu'on va passer effectivement à la partie plus traditionnelle de l'interview. Donc, pour te redonner un peu du coup tout le contexte, je crois que je t'avais dit que effectivement moi je suis en alternance chez Dreamcatcher Sales aujourd'hui, et donc pour à la fois effectivement ma création de contenu parce que je trouve ça passionnant et puis ça permet de rencontrer des gens, et à la fois pour le mémoire de fin d'études que je réalise sur l'impact des biais cognitifs sur la vente en B2B en France. Ouais. Cette interview, donc dans l'interview, on va explorer un peu tout ça selon ta vision, tes expériences. OK. Et donc, ça va se dérouler en trois parties. Donc, première partie, c'est une exploration un petit peu de ton parcours pour comprendre un Ouais. peu par où tu es passé et d'où viennent tes expériences et tes opinions. Dans un second temps, je vais te présenter des biais cognitifs et tu vas me décrire ta vision de la chose et le lien que ça peut avoir avec la vente. Parfois, tu auras des histoires à raconter sans doute, des exemples à donner. Et enfin, dans la troisième partie, je te demanderai sans doute voilà, des conseils de mise en application, des stratégies par rapport aux biais cognitifs que toi, tu as pu mettre en place. J'imagine qu'en plus, avec ta position de coach, tu vas avoir pas mal de choses à dire dans cette troisième partie. Ça te Bon, bah, va? ouais, super. C'est bon, c'est tout bon. Parfait. Eh ben écoute, dans ce cas, je te laisse sans plus attendre te présenter, me dire un peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. Eh ben super, bah, je suis Mélinda Limoges, je suis coach en neurosciences, donc j'aide les gens à vendre plus facilement grâce aux neurosciences et à la psychologie. Ok, très clair. Et alors, tu es passé par quelle boîte? Tu m'as parlé de TripAdvisor. Ça a commencé où ton parcours? Non, moi, je suis très fidèle, donc j'ai fait 10 ans chez Accor, et donc les hôtels, voilà, je faisais du marketing digital, et 10 Mhm. ans chez TripAdvisor, où je faisais aussi du marketing digital. Donc, et c'est chez Trip que je suis tombée dans la marmite des biais cognitifs et des neurosciences. Hmm. Et qu'est-ce qui t'a fait découvrir ça alors? Parce que tu étais un poste de vente, je crois, chez TripAdvisor. Ouais, moi je faisais de l'account management en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, je vais te faire l'histoire, mais un raccourci, c'est que moi, donc je faisais du marketing digital, mais je faisais de l'optimisation de campagne. Et pour ça, j'avais besoin d'une équipe qui me faisait des stratégies d'optimisation. Et un jour, mon boss m'appelle et me dit, écoute, Mélinda, bah, ton équipe, tu peux plus l'utiliser, ils sont déployés sur un autre projet. Hmm. Et du coup, ça m'arrangeait pas bien parce que je pouvais pas me pointer voir mes clients qui étaient des gros comptes sans leur proposer des nouvelles stratégies pour optimiser leur campagne. Donc, je me suis dit, OK, c'est pas grave.
je vais leur reproposer d'anciennes stratégies ils avaient refusé, mais je vais les proposer un peu différemment. Et c'est là que je suis allée sur Google parce qu'on n'avait pas ChatGPT à l'époque. Et Et oui. j'ai tapé comment pirater le cerveau de son client. Voilà, voilà. Mm. Et non, et c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait plein de choses, notamment les biais, euh, qui étaient hyper efficaces et surtout dont on m'avait jamais parlé. Parce qu'il faut se mettre ça, je sais pas, il y a peut-être 5-6 ans, on n'en parlait pas encore beaucoup. Et parallèlement à ça, je me suis rendu compte que oui, c'était bien, on pouvait pirater en toute éthique, hein, bien sûr, enfin, le cerveau de son client, mais on pouvait aussi pirater son propre cerveau. Et c'était les deux qui étaient intéressants finalement, parce que après, on a aussi beaucoup de freins internes, de blocages, de choses qu'on se dit, de pensées limitantes qui vont faire qu'on n'est pas le meilleur sales qu'on veut être. Donc voilà, donc j'ai commencé à creuser ça, j'ai commencé à former les équipes chez Trip, blablabla. Et quand le Covid est arrivé et que du coup j'ai perdu mon job, en fait, je me suis posé une minute et je me dis qu'est-ce que tu veux faire en fait? Et je suis repartie étudier. Parce que je me suis dit ce truc-là est tellement intéressant de voir à quel point l'inconscient finalement a un rôle à jouer Mm. dans la vente que voilà, je suis repartie étudier tout ça et c'est ce qui fait que je suis en train de te parler aujourd'hui. Excellent. Et ça, je te demanderai peut-être quelle formation tu as faite, combien ça coûtait, etc. Ça peut m'intéresser dans le futur. Euh, et alors, ok, donc la rencontre avec les biais cognitifs a été un peu déterminante. Aujourd'hui, donc, tu es coach et si tu avais, en bref, en quelques mots, les conseils que tu donnes le plus souvent, c'est lié à quelle problématique et c'est formulé comment, tu vois? Moi, demain, si je suis un commercial, je viens de voir, en général, ça va être quoi les conseils que tu vas pouvoir me donner? Alors, il y a plein de conseils, mais les trucs que je répète tout le temps, c'est un, simplifie. C'est-à-dire que le cerveau n'aime pas faire des efforts et si on ne comprend pas si c'est trop complexe. Et je le dis souvent parce que c'est notamment en B2B, dans les présentations que je peux voir, c'est ça, c'est-à-dire que tu ne comprends pas toutes les options possibles, tellement il y en a. Donc, Hmm. simplifie, imagine que tu parles à ton petit frère ou ta grand-mère ou qui sais-je, mais plus c'est simple, plus la personne en face, elle va avoir confiance et du coup, plus elle va acheter. Donc ça, c'est un truc, c'est le truc que je répète le plus souvent. Mhm. Avec, bien évidemment, va chercher l'émotion, c'est-à-dire que sans émotion, la personne n'achètera pas. C'est quand même le déclencheur au départ. Ça ne veut Ouais. pas dire qu'il ne faut pas travailler le côté logique, le côté clairement, c'est important aussi. Mais aujourd'hui, peut-être que les gens ils font 99% de rationnel et 1% en travaillant sur le côté émotion, etc. Bon, moi, j'aimerais mieux, et je pense qu'il faut équilibrer un peu plus les deux. D'accord. Toi, tu les mettrais à 50-50 ou pas? Ou même plus? Comment Oh, non, non, comment tu... moi, je fais beaucoup plus, je passe beaucoup plus de temps sur le storytelling et moi, je fais du 80-20, hein. Je fais enfin, vraiment, Ouais. sur le storytelling et sur l'émotion et être sûr d'activer tous les leviers inconscients qui vont être importants que sur la partie purement produit logique. Euh, Ouais. pour moi, n'est qu'une conséquence qui est importante. Attention, je ne veux pas dire que ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est aussi important, ça fait partie du jeu, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur l'équilibre. Enfin, c'est ce que je fais en tout cas avec les gens avec qui je travaille. Et déjà, ces deux trucs-là, c'est quand même important. Et après, bien évidemment, il y a le côté on passe aussi beaucoup de temps sur comment tu présentes ton offre, tu vois, c'est-à-dire pour la rendre la plus attractive possible. Ok. Ouais, donc jouer sur la peur peut-être plutôt que sur le bénéfice, ce genre de choses. Ouais, par exemple, après, ce que je dis souvent aussi, c'est que quelle que soit la stratégie que la personne choisit, il faut aussi qu'elle soit à l'aise avec la stratégie, parce que si elle n'est pas à l'aise de justement d'aller chercher le problème qui est bien difficile et la peur, ça sert à rien. Enfin, ça va se ressentir aussi. Donc, Ouais. c'est trouver une adéquation entre ce qui fonctionne et qui tu es toi en tant que personne pour que ça fonctionne le mieux. Enfin, en tout cas, Hmm. c'est mon point de vue. Ok. Ok, non, très clair. Écoute, t'es très très cool. On reviendra sans doute dessus vers la fin de l'interview, les conseils que tu peux donner et comment être un meilleur commercial grâce à cette partie neurosciences. Et écoute,
la première question que j'allais te poser, c'était alors plus généralement, effectivement, la question de la pondération des émotions dans la prise de décision était intéressante. J'avais le même pourcentage que toi en tête, en fait, 80% d'émotionnel et 20% de rationnel. Mais bon, ça, du coup, on en a un petit peu parlé. On pourra revenir dessus si tu veux. Pour la deuxième question, je voulais te parler du biais du statu quo. Ça, je pense, peut-être que tu le connais. Est-ce que ça te parle? Oui, bah, alors, parce qu'il y en a deux qui se ressemblent un peu, mais c'est le fait que tu préfères rester dans quelque chose, quelque pose quand la situation est difficile, finalement, il vaut mieux ne pas bouger que prendre, que faire ce changement qui, même s'il est bénéfique pour toi, demande trop d'efforts cognitifs. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, je le formule à peu près comme ça pour le présenter, mais effectivement, c'est l'idée que on a tendance à préférer rester dans une situation, même si le bénéfice de changer serait plus important que Ouais. le fait de rester dans la même situation. Euh, ouais, c'est l'idée du confort. Comment est-ce que toi tu l'abordes dans la vente, ce truc-là? Quel est l'impact de ce biais-là sur les ventes du point de vue vendeur ou même du point de vue client? Bah, le truc, c'est qu'il faut arriver à justement être un peu, enfin moi, la façon dont je l'aborde, c'est d'être un petit peu, ouais, enfin quand tu es vendeur, tu peux pas être que gentil, tu vois. Il faut aller un peu titiller la personne en face et lui dire, lui projeter que si elle bouge pas, eh ben, ça va pas être confortable pour elle et que c'est peut-être pas forcément une bonne chose pour elle. Donc c'est là où effectivement, si tu la projettes un peu, et puis ça se fait simplement avec, tu vois, potentiellement avec des questions, hein, mais c'est ce genre de choses, enfin, tu vois, je pense, pour l'aider à sauter le pas. Et il y a aussi le fait pour revenir à la simplification, de simplifier un maximum le passage à l'action. Tu vois, d'être Mm. hyper clair sur, voilà, ben, la prochaine étape, c'est ça, et de aussi potentiellement enlever tout ce qui est, voilà, tout ce qui est friction, c'est-à-dire même dans le vocabulaire que tu peux employer, tu peux utiliser des mots qui vont enlever toutes ces, tu vois, toutes ces peurs ou qui peuvent faire comprendre à la personne d'une façon inconsciente que bah, ça ne sera pas si compliqué que ça et que typiquement, je sais pas, j'ai quelqu'un qui veut changer son système un outil quelconque. Tu vas lui dire un truc, bah, vous inquiétez pas, en fait, c'est exactement la prise en main, c'est exactement ce que vous avez aujourd'hui. Simplement, c'est beaucoup plus puissant. Donc, en fait, ça ne va pas vous demander beaucoup d'efforts, tu vois, pour essayer un maximum d'enlever toutes les résistances. Ouais. C'est une façon de faire. Après, il y en a plein. Après, tu peux aussi faire tout ce qui est, tu sais, comment ils s'appellent ça, les opt-out. C'est-à-dire qu'au lieu tu choisis tes options, tu sais, c'est le test qu'ils avaient fait. Alors, je ne sais plus dans quel pays, enfin non, je crois que c'est européen d'ailleurs, sur le don d'organes. Ça te parle, ça? Tu Ah oui, connais? oui, oui, bien sûr. Oui, Ouais, oui, où mais je en crois que fait, c'était aux États-Unis. voilà, soit ils te disaient, ils se sont rendu compte qu'il y avait des pays où il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à donner leurs organes et d'autres pas du tout. Ils se disaient, c'est quand même curieux. Et en fait, ils se sont rendus compte que les pays où le taux de donneurs d'organes était haut, c'était simplement parce que dans l'action à faire, par défaut, tu étais donneur d'organes. Mm. Et si tu voulais pas, il fallait que tu tiques le truc ou tu vois, un tic le machin. Alors que Complètement. dans les autres cas, c'était le contraire. Donc, et typiquement, c'est une décision qui est tellement difficile que Mm. les gens, en fait, ils bougeaient pas. Donc, si par défaut, bah, tu donnais tes organes, ok, bah, je bouge pas, c'est comme ça, c'est mieux. Donc, voilà, il y a plein de petits trucs. Ah oui, 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 je crois que je l'ai lu dans quel bouquin, tu sais, celui où il y a un éléphant sur la couverture, là. C'est, Je sais ah, pas. je sais plus. Je sais Il doit plus, être mais oui, sympa. oui, je me souviens de cette expérience très intéressant, effectivement. Dans la vente, je sais que moi, je le vois un peu par le biais du biais de cadrage, tu sais, où tu dois donner un choix à quelqu'un, mais Aussi. tu orientes son choix en lui donnant quelques options, en excluant les options qui évidemment ne sont pas favorables à ta proposition. Comme ça, effectivement, la personne elle doit choisir soit de payer en plusieurs fois, soit de payer en une fois. Elle oublie qu'elle pourrait ne pas payer du tout. Enfin, ce genre de choses, c'est Ouais. assez intéressant à faire. Mais oui, ok, bah, de toute façon, tout est un petit peu lié, mais via du statu quo, très clair. Très, très clair. Donc, ok, ouais, intéressant comme position.
Opt-in, opt-out. Ouais, j'avais un peu oublié ça. Euh, ok, alors le deuxième biais que je voulais aborder, c'est celui de l'aversion à la perte. Et Ah, ça, je pense que tu dois très bien le connaître. Est-ce que tu as besoin ou tu veux le représenter? je peux. Enfin, oui, effectivement, la version à la perte, c'est que tu préfères. Enfin, la perte est plus douloureuse que le plaisir de gagner, en fait. Le fait de perdre quelque chose va plus nous faire réagir que le plaisir de gagner quelque chose. Et ça, c'est clair que enfin, dans la vente, c'est quelque chose qui est très efficace. Moi, j'ai eu plein d'histoires sur la version à la perte. Ou ne serait-ce, j'avais un client qui voulait pas faire quelque chose et j'ai passé, mais je sais pas moi, des mois à essayer de lui prouver, de lui donner toutes les stats pour lui dire, écoute, mais si, il faut que tu le fasses, regarde, les autres le font, ça fonctionne. Et le gars, non, ça ne rentre pas dans mes KPI, non, j'ai déjà testé, ça marche pas, non. Et c'est le moment où je lui ai dit, écoute, tu fais comme tu veux, mais si tu le fais pas dans 5 ans, en fait, toi, tu es en train de, tu seras largué parce que tous tes concurrents auront maîtrisé ce canal-là, ce nouveau canal, et toi, tu seras vraiment à la ramasse. Qu'il a dit, et où là, c'était tellement douloureux qu'il a dit, ok, je teste, ok, je reteste. Tu vois, Hmm. donc c'est vraiment, c'est hyper puissant. C'est trop marrant quand même. C'est vraiment, à chaque fois, ça m'étonne quand même à chaque fois que ça fonctionne aussi bien, quoi. Tu te dis, c'est quand même fou que dans la manière de présenter les choses, on puisse hacker le cerveau à ce point-là, quoi. Tu vois, mais je le vois au quotidien en tant que commercial aussi, et c'est fascinant, quoi. Tu te dis, mais quand même, c'est la même chose que je te propose, c'est juste d'autres mots, quoi. Ouais, non, ça me rend fou Non, mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. complètement. Et ça d'ailleurs, je sais pas si tu l'as étudié, mais je pense que ça doit être très très intéressant pour ce qui est de l'écrit, des communications écrites, de comment tu présentes les choses, etc. Ça doit être un peu la même chose, mais tu tapes un peu moins le lien social qui permettrait de parfois combler certaines lacunes au niveau cognitif, quoi. Mais Ouais, mais enfin, en fait, ça marche partout. Ça marche. Mais pour moi, tu vois, juste tout compte. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'histoire que tu vas raconter, elle compte. Les biais que tu vas activer, ils vont compter pour enlever justement la friction, aller chercher le bon truc. Les mots que tu vas utiliser vont compter. Enfin, toute ta posture, elle compte. Ce que tu te dis dans ta tête, ça compte. En fait, il y a tellement, il y a plein de choses qui rentrent en compte finalement. hmm, complètement. Ok, alors, nouveau billet. Tu as dû le voir passer, mais des centaines de fois, ce truc-là. C'est le billet du vendeur. Et alors ça, bah, typiquement, tu dois le voir dans les équipes commerciales. C'est quand un vendeur est tellement convaincu que le deal allait se faire, que en fait, il filtre un peu les informations en fonction de son scénario voulu. Ça arrive assez fréquemment. Même moi, je suis peut-être en plein dedans dans un deal en ce moment. Mais, mais comment est-ce que tu conseilles de le dépasser, ce biais-là? Alors, pour moi, c'est surtout le fait enfin, c'est vrai que notre cerveau, il est quand même prédictif. Donc, naturellement, il va avoir tendance à anticiper que ben, tel deal va se passer comme ça, parce que le deal d'avant, ben, c'était la même typologie de client et ça s'est passé comme ça. Je dirais que c'est de se forcer à être hyper, à toujours questionner un max au début, c'est-à-dire que plus tu poses de questions, plus tu peux comprendre quelle est la typologie du client. Et il n'y a pas un seul client qui se ressemble. Enfin, je crois pas. Donc pour moi, c'est le questionnement. Je sais pas toi comment tu gères le truc, mais c'est le questionnement qui aide beaucoup. Oui, moi, c'est ça. De toute façon, plus tu avances dans la vente et plus tu apprends de ce genre de choses aussi, plus tu poses de questions, plus tu t'arrêtes de parler et tu commences à écouter. Le tout, c'est effectivement de bien comprendre la personne en face, c'est vrai sujet. Moi, il y a une question que je trouve magique et typiquement sur le deal que j'abordais là, je crois que je l'ai pas posé. C'est simplement le fait de demander, écoutez, maintenant qu'on a vu qu'il y avait un vrai intérêt à travailler ensemble, quels sont les points qui, selon vous, nous empêcheraient de travailler ensemble demain? Et en fait, bah, la personne va rentrer dans un process introspectif qui va l'amener à te donner tous les points de friction potentiels que tu vas pouvoir anticiper en amont et qui vont te permettre d'avoir une vision très claire de la possibilité du deal au final. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas posé cette fois-ci. Et puis c'est vrai que si on se replonge dans une logique de carrière, au départ, quand tu es plus jeune,
souvent, les gens, c'est ça, c'est que on pose pas cette question. C'est-à-dire qu'on arrive, on délivre notre truc et on s'en va, alors que justement, c'est l'important, c'est les questions, elles sont hyper stratégiques, comme tu dis. Il y a l'image que j'utilise souvent, c'est de dire, en fait, t'es comme un médecin. Si tu veux établir le bon diagnostic, tu es obligé de poser un maximum de questions. Sachant que la personne, elle va pas forcément te les donner tout de suite. Donc, mais bon, tu peux les poser. Puis il y a des techniques après pour essayer d'en avoir. Mais c'est l'idée derrière, c'est de dire. Je sais pas qui a dit ça, mais c'était très très juste. C'est que pour vendre quelque chose, en fait, c'est finalement pas compliqué. Tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, et puis après tu leur vends. Tu vois, donc tu as vraiment mais avant, tu es obligé. Sinon, pour revenir à ta question, enfin, à ce que tu disais au début, c'est-à-dire que sinon, tu vas assumer que, ben voilà, il veut ça, 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 et en fait, si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hmm. Ouais, complètement. Non, c'est hyper intéressant l'image du médecin. C'est comment il s'appelle le docteur en neurosciences Romain Bouvet qui utilise beaucoup Ah oui, cette image, je crois. Ah, il est très très fort ce monsieur. Euh, ok, alors et alors je crois que j'en ai une dernière. Non, j'en ai deux autres. Alors, donc oui, il nous reste 4 minutes. Est-ce que c'est ok pour toi si on déborde de 5 minutes? ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ok, ça marche, top. Donc, un autre biais, c'est l'effet d'ancrage. Donc c'est simplement, tu dois connaître, mais pour les gens qui regarderont ensuite, l'effet d'ancrage, c'est l'idée que la première information qui est donnée va ancrer la perception de la personne en face sur cet ordre d'idées. Donc si je te dis que mon offre, mon service ou mon produit vaut 30 000 euros, bah, on pourra pas négocier et atteindre un prix de 2 000 euros. Tu vois, c'est pas possible parce que le prix de départ était trop élevé, donc la perception est ancrée à un niveau très élevé. Je viens de donner un exemple effectivement de comment ça peut intervenir dans la vente. Comment est-ce que toi tu le perçois? Est-ce qu'il y a des exemples de moments où ça a été utilisé ou même où si tu l'as subi qui te reviennent en tête? Ouais, de toute façon, je pense qu'on l'a tous subi à un moment donné, mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui ressort, enfin, des études, c'est que dans la négociation, notamment dans la négociation, c'est qu'il est aussi prouvé que les gens qui vont d'abord mettre, enfin, en faire l'ancrage, c'est-à-dire qui vont être les premiers à proposer leur offre, c'est eux qui s'en sortent le mieux dans la négociation. Tu vois, ils sont toujours contents avec la négociation. Donc, toujours donner son prix premier, toujours le mettre le plus élevé possible. Alors après, il faut que ça soit cohérent aussi, mais oui, c'est hyper important. Mais l'effet d'ancrage, c'est même pas forcément que le prix. Ça peut être aussi, enfin, moi, j'aime bien le relier aussi au fait que la première impression que tu as de quelqu'un, elle est hyper importante parce que c'est ce qui le cerveau va retenir, tu vois, il n'y a pas que, y a pas que le prix. Après, donc souvent, moi, je dis aux gens, ben voilà, donnez votre prix en premier. Je dirais la seule fois où peut-être enfin, c'est pas que je leur dis de donner votre prix en premier, je dis ne demandez pas le budget du client. Faites, dites, ben voilà, pour travailler avec moi c'est X. Euh, j'ai revu un peu ça en me disant que on pouvait peut-être enfin demander au client son budget dans les cas où on sait que, par exemple, on est en concurrence avec d'autres partenaires. Et je me dis, dans ce cas-là, si effectivement l'autre partenaire, il est je dis n'importe quoi, à 15 000 et que toi, ton offre, elle est à 75 000, bon, après, enfin, c'est peut-être utile de savoir que l'autre est autour de 15 000. Maintenant, bon, Hmm. si tu es à 75 000, tu vas pas descendre à 15 000. Mais voilà, pour nuancer un peu le truc. Ouais, ah, non, complètement. Ok, ouais, j'avoue très intéressant. Euh, oui, j'avais interviewé Julien Pelabert sur la négociation. Je sais pas si tu l'as déjà vu Non, je passer. connais pas, je vais aller voir. Ouais. Bah, complètement, il est passionnant. Il étudie tous ces sujets-là et écoute, il est très très bon, très intéressant. J'ai eu la chance d'avoir 30 minutes avec lui, comme avec toi là, et il m'a dit un petit peu la même chose, je crois, sur le biais d'ancrage. Donc non, D'accord. non, c'est très vrai.
faudrait que je retrouve un peu ce qu'il m'avait dit, mais non, non, dans la négociation, c'est vrai qu'on en parle beaucoup quand on parle de neurosciences et je pense que c'est le moment où il y a le plus de choses qui se passent, même si la première impression, bah, effectivement, est déterminante. Je sais que les deals qui se sont les mieux passés, pour moi, c'était des gens avec qui on avait une très bonne accroche dès le départ. On avait discuté de sujets passionnants, pas du tout reliés au boulot parfois, mais non, non, très, très belle vision. Euh, et alors, bah, question d'éthique, mais où est-ce que tu penses qu'elle se situe la ligne rouge entre effectivement utiliser des biais cognitifs, utiliser sa force de persuasion, les mots qui font mouche, pour le bien ou pour le mal, tu vois, parce que bah, même si on détecte qu'il y a un besoin, parfois le budget est pas adapté, parfois, enfin, comment est-ce que tu te situes par rapport au fait que on a un vrai pouvoir de persuasion et qu'il ne faut pas l'utiliser pour le mal? Bah justement, c'est dans l'intention, c'est-à-dire quelle est ton intention au départ? Est-ce que tu es là pour, quelle est ta posture? Est-ce que tu es là pour essayer de comprendre la personne et voir comment vous pouvez le mieux possible travailler ensemble? Et pour moi, les biais, notamment, et justement la persuasion, ce n'est qu'une façon de s'assurer que ton message il passe correctement dans le cerveau de ton client et que justement il n'est pas, il y a pas, enfin, il n'est pas pollué par plein de bruit autour ou plein de choses. Donc pour moi, c'est vraiment assurer la clarté de ton message. Moi, il m'est arrivé de dire à des clients non, ça, je vous vends pas. C'est pas pour vous. Enfin, c'est pour ce qui Hmm, est, parce que j'estimais que c'était pas le bon produit pour ce bon client à ce moment-là. Donc, hmm, c'est ça, c'est l'intention que tu as. Tu vois, l'intention, c'est pas, tu es dans une relation commerciale, bon, bah, ton intention en tant que vendeur, c'est de faire que ton message il passe le mieux possible. Les techniques d'influence permettent ça. Après, on n'est pas non plus on lui met pas le pistolet sur la tempe non plus. Tu vois, non, non, il y a toujours le choix, effectivement. il peut quand même décider ce qu'il fait. Moi, typiquement, un truc qui est important pour moi euh, que je fais, c'est que quand je fais du coaching, alors là, je parle individuel et pas parce que bon, avec le business, c'est différent, il y a les temporalités sont différentes, mais avec de l'individuel, j'ai toujours donc un appel découverte, si tu veux, pour essayer de comprendre, déjà voir si ça match, quel est le besoin de la personne. Et je lui dis toujours à la fin, bon, s'ils me disent, ouais, ben voilà, je veux travailler avec toi, je dis, ok, bon, bah, tu dors dessus, tu réfléchis, et puis voilà, après tu me dis si oui ou non tu veux travailler avec moi, si tu veux tant mieux, si tu veux pas, c'est pas grave, je t'aime quand même, tu vois, je vais pas t'en vouloir. Hmm, Mais parce que je sais que quand tu as de l'émotion, et souvent on a commencé à travailler, à faire des petits exercices, des trucs, tu vois, pendant le call pour les projeter, si quand tu as de l'émotion forte, tu peux pas avoir accès à ta réflexion. Donc hmm. typiquement, c'est ça aussi que je veux dire par intention, c'est de dire, ok, bah, je vais te laisser faire retomber ton émotion, prends ta décision vraiment, voilà, une fois que l'émotion est passée, et ça se passera très bien. Donc Hmm. ouais, pour moi, c'est l'intention qui fait la Ah, c'est différence. super que tu fasses ça, ouais, parce que le nombre de coachs ou de même d'infopreneurs qui vendent des formations en ligne qui effectivement jouent sur le fait que l'émotion est forte à un instant T pour les faire payer, c'est assez fou. Euh, je sais que j'ai deux anecdotes par rapport à ça rapidement, mais la première c'est que quand je débutais un peu la vente transactionnelle avec justement des gens qui venaient pour acheter des formations, j'étais Ouais. chez Data Scientist à l'époque. On vendait des formations en data science. Et j'avais créé un énorme sentiment d'urgence auprès d'une personne qui voulait acheter une formation parce que les prix allaient changer le mois d'après et ils allaient prendre 2 000 € de plus. Donc en fait, je pense pas que j'étais mal intentionné. Je lui ai juste dit ça de manière assez Oui. euh, voilà, juste informatif. Et il se trouve qu'en fait, elle a payé directement 10 000 € le jour même parce que bah, elle avait peur que sinon elle doive payer 2 000 € de plus. Donc c'est vraiment extrêmement puissant, mais bon, là, je pense pas l'avoir utilisé mal. La deuxième anecdote que j'ai, c'est que effectivement, il y a pas longtemps, j'ai voulu travailler en freelance à côté de mon alternance pour un entrepreneur qui vendait des accompagnements pour devenir courtier en assurance. Bon, déjà, Ouais. ça paraissait un peu étrange. Et en fait, je me suis rendu compte en travaillant avec eux que c'était pas forcément des formations qui étaient extrêmement
qualitatif. Je pensais vraiment pas que les gens pouvaient atteindre les niveaux de revenus annoncés avec ces formations-là. Donc j'ai décidé d'arrêter parce que bah, j'utilisais Ouais, ma force de persuasion j'emmenais des gens au bout du process de vente, mais j'étais pas sûr de ce qui allait être délivré derrière, donc je préférais m'abstenir. Non, mais ouais, j'admire non, vraiment le fait de faire ça. c'est cette intention, tu vois, et après, c'est toi, toi et toi, quoi. Ouais, Mm. c'est toi et ton miroir, quoi. Ouais. Euh, Mais ok, non, très cool. Et bah écoute, pour les questions un peu classiques, on est bon. Je t'ai pris déjà les 5 minutes de dérapage. Euh, Écoute, est-ce que En tu as fait, j'ai du un temps, impératif t'inquiète. après? T'as du Non, temps? Ok, j'avais bon, ça prévu marche. 1 heure, donc voilà. Ah ok, bon, bah super. Ok, très bien. Et bah écoute, je voulais te demander un petit peu, effectivement, euh, quel conseil tu donnerais bah, dans un premier temps pour des commerciaux, même si tu l'as fait un peu au début, mais je vais te soumettre des problématiques un peu précises. Alors attends, hop, je retrouve. Euh, mais oui, on en a abordé quelques-unes, donc j'espère ne pas faire de redites. Mais typiquement, dans une situation où le commercial se retrouve ignoré par son prospect. Quel conseil tu donnerais aux commerciaux qui effectivement n'arrivent pas à recréer du lien, n'arrivent pas à recranter avec des prospects qui étaient intéressés? Parce que ça peut être un défi à la fois dans le fait d'aller les recontacter et à la fois dans le fait de gérer l'émotion de frustration. Ouais, alors oui, donc pour les recontacter, je dirais que là, les mots vont être importants. Tu vois, peut-être les relancer soit en posant une question du style est-ce que vous avez abandonné le projet? Enfin, tu vois, un truc qui va aller faire réagir la personne en disant mais non, j'ai pas abandonné. Enfin, ou qui va lui donner une raison de répondre. Euh, et puis après, enfin, donc ça c'est le côté ou en apportant de la valeur, enfin de ne pas relancer juste voilà vous en êtes où, ou alors ce que les trucs que je reçois sur LinkedIn ou avec Melinda point d'interrogation, j'ai envie de juste genre Ah ouais, non mais j'ai envie de pas de souci. m'énerver en général quand je reçois ça, mais donc c'est dans la manière de relancer. Après, pour gérer la frustration, je dirais, c'est la cohérence cardiaque, la respiration, tu sais, pour évacuer le stress. Le Mais bruit blanc. ouais, voilà, quel que soit le truc qui vous fait du bien, bah faites-le parce que ça fait partie du jeu aussi. Hmm. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aussi avec les. Alors, quand les gens, alors pas quand je forme des équipes de vente, mais quand je forme des gens typiquement viennent de se lancer en, tu vois, en solopreneur et qu'ils ont zéro idée de la vente. Et quand on parle de prospection, je leur dis, mais enfin, partez du principe qu'il y en a 1 sur 100 qui va vous répondre. Hein. C'est pas, vous découragez pas, c'est normal qu'on vous dise plus souvent non que oui. Hmm. Donc voilà quoi. Ok. Ah non, intéressant. Effectivement, faut. Oui, bah là aussi, c'est de l'ancrage hein, quelque part. C'est de se dire bon bah voilà, il va y avoir 1 sur 100 qui va être intéressé, avec qui je vais réussir à avoir un rendez-vous. Bon bah tu pars de là, tu te dis ok, je vais passer 500 appels et j'en aurai 5 quoi. Ouais, C'est c'est ça. et si t'en as Exactement. plus, tu seras pas déçu quoi. Mais Et ok, puis ok. pour si ton client ne te répond pas, si aussi tu lui demandes à la fin de l'entretien, OK, quand est-ce que je dois vous recontacter pour la suite? Bah, si lui s'engage en disant bah, appelle-moi mercredi, tu vois, il y a plus de chances qu'il ne te ghoste pas après. Complètement. Ouais, donc les engager un petit peu. Ça aussi, c'est un bien intéressant, l'engagement. Tu dois connaître par cœur Cialdini. Je suis un très grand fan. Ah, oui, il est excellent celui-là. Enfin, Ah oui. le bouquin en question. Mais est-ce que tu as vu le deuxième passé? Petite parenthèse, mais j'ai lu il y a pas longtemps le deuxième qu'il avait écrit qui s'appelle Persuasion. Et c'est Ah non, tout j'ai le pas lu process ça. avant. Ah bah regarde, ça s'appelle Persuasion ou OK. PRE-SUASION. Ah bah, je Et vais. en fait, il décrit tout le process avant en fait de devoir persuader quels sont les éléments qui font que la personne va avoir plus confiance en toi, tu vois. Et c'est de l'optimisation en amont, quoi. Ah, je vais acheter ça après. C'est pas mal du tout, ouais. Mais après, il fait quand même des redites de son ancien bouquin parce que bon bah il y a il fait du fan service aussi, j'imagine, Oui, oui. euh, mais il y a des trucs intéressants. OK. Ouais, je vais Ouais. regarder.
Alors, ouais, quand il y a des, oui, par exemple, alors ça c'est de la prospection, c'est typiquement mon sujet, mais si tu dois, si un commercial vient te voir en te disant, écoute, voilà, moi j'ai du mal à faire résonner mon offre avec les besoins de mes prospects parce que en fait on a des concurrents qui sont très bien implantés, on a des grosses difficultés à se différencier, enfin à faire comprendre notre différenciation et à aller acquérir des clients de manière récurrente. Comment, tu vois, ça doit être le cas chez des solopreneurs qui viennent de démarrer. Tu vois, beaucoup, ils se confrontent à une concurrence bien établie. Quel conseil tu donnes dans ces cas-là? Moi, dans ces cas-là, c'est de toute façon, il y a toujours un avantage à être plus jeune, entre eux, plus junior, plus récent dans son expertise parce que tu es plus agile, tu as plus t'as souvent un peu plus la niaque déjà. Et donc, c'est de trouver là, ce qui marche pas. Encore une fois, moi, je dis, chaque situation difficile, très souvent, tu peux résoudre avec une question. La Hmm. question, ça te sauve de tout. C'est typiquement demander, voilà, bah, qu'est-ce qui aujourd'hui vous travaillez avec, par exemple, avec tel concurrent, qu'est-ce qui marche pas, enfin, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, qu'est-ce que vous voudriez en plus, qu'est-ce qui aujourd'hui, et puis tu rebondis là-dessus en disant, bah, typiquement, c'est ce que nous on fait, ou même de proposer des phases de, tu vois, de tests. Moi, j'ai beaucoup fait ça aussi pour aider les, enfin, alors pas pour une histoire de concurrente comme tu en parles là, mais en disant, écoutez, mais si vous voulez être sûr que le partenaire que vous avez aujourd'hui, c'est le meilleur, bah, testez-nous. Vous verrez, vous pourrez comparer justement. Voilà, on fait un petit Hmm. test, ça dure 15 jours, 3 semaines, sans engagement, mais au moins vous allez pouvoir comparer. Tu vois, il y a Ouais, toujours, je pense qu'il y a toujours, en fait, à chaque situation et à chaque type profil de client, enfin pas de client, de fournisseur, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Il n'y a aucune boîte qui est bonne partout. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Donc, il suffit d'être convaincu, et ça, c'est un des trucs que je dis souvent aussi, c'est si toi, tu es convaincu que ton produit, ta boîte, ton service que tu vends, eh ben, c'est top, et ben, la personne en face, elle va être convaincue. Par contre, si tu y vas déjà en te disant, oh là là, les autres, ils sont moins chers, ou les autres, le produit, il est meilleur, non, bah, tu ne vendras pas. hmm, ouais, ok, ouais. Mais Ouais, aucun il y a produit tout, n'est ouais, c'est parfait. marrant ça. C'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, ça m'arrive d'avoir des conversations avec des entrepreneurs assez régulièrement aussi. Et c'est vrai que tu te rends compte en fait que même si c'est pas une opinion qui est populaire, il y a quand même de la place pour tout le monde, dans le sens où tu as, toujours une petite différence à apporter, toujours un élément où tu seras meilleur que les autres. Et c'est ça qui fera que tu vas quand même trouver des clients. Mais oui, c'est sûr que tout le défi, c'est de toute façon au début d'y aller à fond et de gérer ces mois où si tu n'as pas le chômage, as des difficultés à gérer ta trésorerie, quoi. Ouais, mais enfin, vraiment, il y a toujours un truc différenciant. Et peut-être que ce truc différenciant, si on se replace dans du B2B avec, tu vois, dans un milieu plus corporate, c'est toi. C'est peut-être toi le commercial qui est différenciant. Moi, j'ai eu des discussions avec des gens qui faisaient des appels d'offres pour choisir des, euh, des fournisseurs et qui m'ont texto dit, eh ben, écoute, on a pris A, euh, c'était pas le meilleur produit, clairement, mais c'était les plus sympas. Et nous, on a envie de quoi? Alors, c'était pas, le produit n'était pas pourri, tu vois, à ce niveau-là, c'est des Bien sûr, bien petits sûr. trucs différents, mais on a envie de travailler avec ces gens-là. On a envie d'une bonne relation, on n'a pas envie de travailler avec des gens qui sont pas sympas et qui sont pas ouverts. Donc, tu vois, tout peut être différenciant. Hmm. Et ça, c'est aberrant. C'est pour ça que j'ai le même pourcentage que toi en tête. On en parlait au début, mais les 80% d'émotion, c'est aberrant, quoi. J'ai signé des deals cette année et ça se basait sur pas grand-chose, en fait, en termes même si on a une promesse intéressante, tu vois, nous, on travaille au succès, donc finalement, ça peut se faire assez rapidement, sans trop de risques à la clé. Mais quand même, bon, on a des tarifs qui sont un peu dans la haute fourchette du marché. Et en fait, bah, souvent, le CEO de la boîte, bah, il signe juste parce que le commercial est sympa, quoi. C'est vraiment ça. On a une bonne relation. Au bout de quelques semaines, il comprend que voilà, on a un bon fit et il te fait confiance et il signe, quoi.
c'est aberrant. C'est rarement des éléments juste logiques, mais, euh, mais je trouve ça fascinant parce que même dans la vie personnelle, dans la vie qu'on peut avoir les uns les autres, on prend souvent des décisions qui peuvent être parfois très structurantes et qui en fait bah, sont basées sur des éléments peu rationnels, quoi. Ça me fascine. C'est-à-dire que tu crois que tu décides, mais en fait, tu décides pas. C'est pas toi qui Ah, pas du tout. décides, c'est ton inconscient qui est derrière, qui est aux manettes et qui pilote. Et toi, tu as l'impression d'être, tu vois, le héros du livre et en fait, non. Ah, complètement. Non, non, mais ouais, ça vaudrait le coup de faire des études très approfondies sur des dizaines de sujets, mais ouais, c'est passionnant toujours. Bon, écoute, je pense qu'on on va s'arrêter là parce que j'ai déjà pris 15 minutes de plus que prévu. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour avoir répondu à mes questions. Écoute, avec plaisir. Euh, et alors du coup, pour ce qui est de ton entretien avec Paul la dernière fois, c'était dans quel contexte? Tu vas peut-être travailler pour Dreamcatcher Sales, enfin avec Dreamcatcher Sales? Non, mais j'ai pas, il faut que je le relance. J'ai pas eu de feedback. Enfin, il m'est pas revenu vers moi. Il m'a dit, je reviens vers toi. Et il est pas revenu vers moi. Donc, il faut que je le relance. Là, c'est vrai que je suis sur deux, trois trucs, mais je vais le relancer. Je vais dire, mais qu'en est-il? Ouais. Oui, bah, faut savoir un truc avec notre activité, c'est qu'effectivement, on contacte les profils, les bons profils dès qu'on a la chance de les croiser. Par contre, en interne, on n'a pas toujours l'opportunité qui correspondent exactement. Bah, enfin, c'est beaucoup mieux évidemment de les tenir au courant. Je sais que Paul il est sur 15 dossiers à la fois, c'est un peu compliqué, mais Oui, je vais lui dire de te faire un petit message. Et si on a rien du tout, bon bah c'est pas grave. De toute façon, on te trouvera ouais, quelque non, chose un après, jour ou l'autre. voilà, voilà, la bonne opportunité au bon moment. Voilà. Complètement, c'est ça. Et ça peut arriver à tout moment. Donc effectivement, si c'est dans notre visier, identifié, que les gens se souviennent, etc. Bah, ça aura beaucoup plus de chances qu'on te contacte pour quelque chose, quoi. Et juste pour que moi, du coup, j'ai tout ça en tête. C'est quoi un peu tes critères de recherche, comme ça, si j'en vois passer une. Moi, c'était vraiment tout ce qui était. Enfin, il y a deux axes. Soit le côté account management, tu vois, Mhm, parce que bon, c'est ce que je sais faire. Soit le côté sales enablement, mhm, parce que pour le coup, ça permet de tout regrouper. Tu vois, la partie purement, voilà, quel matériel on délivre pour que ce soit le plus convaincant possible. Il y a la partie en général coaching, sales coaching. Il y a la partie, bon, il y a aussi la partie process. mhm. Bon, il y a ces deux axes-là. Mais après, tu Ok, vois. ok, ok. Et est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui t'intéresse ou des secteurs qui te rebutent? Non, j'ai peu de secteurs qui me rebutent. Après, souvent, c'est vrai que si c'est plus dans tu vois, marketing digital ou du travel, forcément, mon CV souvent intéresse mieux parce que c'est l'expérience que j'ai, tu vois. Et après, j'ai les contacts, j'ai les machins. Il y a une autre dimension que si je viens dans un truc qui fait de l'automobile, clairement, Hmm. ça va être plus, même si le job est le même, j'ai moins la connaissance tu vois, du marché. Oui, oui, bah c'est sûr, tu auras un peu plus de temps pour arriver au même résultat que si tu allais dans le travel, quoi. Mais Ouais. ok, ok. Écoute, je te dirais, parce que je travaille sur un dossier sur le travel en ce moment. Je sais pas du tout s'ils auront une offre. Faut que je discute avec l'Head of Sales. Mais je te tiendrai au courant. Voilà. Ouais, je veux dire, ouais, regarde, carrément, carrément, Parce que avec plaisir. bah, ça permet parfois de développer de débloquer des opportunités aussi, d'avoir des bons profils qu'on peut envoyer de Mm. manière anonymisée. Donc, écoute, je te dirai ça. Mais Mm. ok, ok. Bah écoute, non, mais c'est très clair. Linda, je dirais à Apollo de te mettre un petit message pour te tenir au courant. T'inquiète, je vais lui faire un email, c'est clair, te prends pas la Ouais. tête. Euh, Bon, moi, j'ai- ça va me prendre 2 minutes au café lundi, quoi. Mais t'en fais pas. Mais écoute, en tout cas, c'était un vrai plaisir de discuter. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Ouais. T'es sur Paris, toi? Non, moi je suis pas sur Paris, je suis dans le sud, c'est pour ça que ouais, je suis dans le sud de la France. Après, je viens, tu vois, régulièrement pour le boulot, justement, mais Ouais. je suis au Bon, n'hésite soleil. pas Je si. suis au soleil. Voilà. Oui, mais ça se voit, ça se voit. Écoute, il y a plus de soleil chez toi que chez moi.
Mais J'ai écoute, baissé le store là justement parce qu'il y a trop de lumière. Alors, il faudra juste. excuse-nous. Non, mais après, je sais qu'il fait beau chez vous en ce moment. Donc, ma fille, elle Oui, est à oui, fond. non, je me plains, mais ça va. Ah, elle est à Paris, ok. Ok. Non, mais écoute, en tout cas, au plaisir, si tu viens du coin, dans le coin de Saint-Lazare, mets-moi un petit message, on se prendra un café dans les locaux avec grand plaisir. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Et puis, ben, passe un bon week-end. Bah, toi aussi, écoute, je te préviendrai quand je publierai la vidéo, etc. Je ferai sans doute un petit post LinkedIn. J'ai fait une grosse pause ces derniers temps, mais je vais m'y remettre avec assiduité maintenant. Ah, bah super, ouais. Et puis, tag-moi, comme ça, je peux en parler. Enfin, tu vois, de trucs Ouais, que je le carrément. vois. Ça marche? Ouais, oui, quand même. Oui, ça marche. Allez, bonne journée. Salut, Mélinda. Ciao, Jean-Gabriel. Bye.